dit, et aussitôt il est soupçonné d'être un menteur. On dit à la mère... Le 15 mai 2003, Emmanuel Béard a accompli l'acte le plus terrifiant et le plus fascinant de sa vie, sous les yeux du monde entier, sans qu'aucune caméra de cinéma ne tourne. Ce soir-là, elle a gravi les marches du Festival de Cannes. Elle était éblouissante, drapée dans une robe noire de haute couture, offrant un sourire impeccable aux photographes dont les flashs crépitaient comme un orage de lumière artificielle. Mais ce que personne ne savait à cet instant, c'est que, quelques heures plus tôt, l'homme qu'elle aimait venait de mettre fin à ses jours dans leur appartement parisien. Comment fait-on ? Comment un être humain trouve-t-il la force de se maquiller, d'enfiler un masque de perfection et de sourire à la foule alors que son monde intérieur vient d'être pulvérisé ? La réponse tient en un concept clinique d'une puissance inouïe, la dissociation. Devant l'insupportable, le cerveau déconnecte l'esprit du corps pour éviter la rupture définitive. Ce sourire cannois n'était pas une comédie mondaine. C'était le réflexe d'une femme habituée, depuis son plus jeune âge, à s'absenter d'elle-même pour ne pas sombrer du à la violence du réel. Si vous appartenez à cette génération qui a vu grandir Emmanuel Béard à l'écran, qui a admiré sa beauté diaphane ou parfois critiqué ses silences énigmatiques, cette vidéo va bouleverser votre regard. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cinéma, de strass ou de potin. Nous allons analyser, avec toute la décence et la rigueur que ce sujet exige, le parcours d'une femme qui a passé sa vie à transformer ses blessures invisibles en une force de résistance monumentale. Pour le public de l'époque, cette apparition à Cannes en 2003 avait quelque chose d'irréel, presque de spectral. On parlait alors de froideur, d'inaccessibilité. Quelle erreur de jugement! Ce que la France prenait pour du mystère ou de l'indifférence était en réalité une armure psychologique d'une solidité absolue. La dissociation, ce phénomène où le sujet s'observe de l'extérieur pour ne pas ressentir l'impact de la douleur, est le propre de ceux qui ont dû traverser des épreuves indicibles. Emmanuel Béard n'était pas présente sur ce tapis rouge. Elle avait laissé son enveloppe corporelle exécuter des rituels de représentation qu'elle maîtrisait à la perfection, tandis que son âme s'était retirée dans un sanctuaire de silence. Mais la clé de voûte de sa personnalité réside dans une réalité bien plus ancienne. Cette effrayante capacité à figer ses émotions et à cloisonner sa souffrance n'est pas née ce soir de mai 2003. Ce bouclier invisible, elle l'avait forgé durant sa tendre enfance, sous le soleil en apparence protecteur du midi de la France. Pour comprendre d'où vient cette force et pourquoi elle a marqué chacun de ses rôles d'une gravité si particulière, nous devons quitter le faste de la Croisette. C'est là-bas, dans l'insouciance dorée des années 70, que s'est joué le premier acte de ce drame silencieux. Pour comprendre la genèse de cette armure invisible, remontons au début des années 1970. Imaginez Gassin, un petit village de Provence, baigné par une lumière dorée. L'air y sent la lavande et cette liberté totale caractérisant l'après-mai 68. C'est l'époque où la société française prône le rejet des conventions, la chute des barrières morales et l'abolition des interdits. Emmanuel grandit dans ce climat bohème, entouré d'artistes. Son père, l'illustre poète Guy Béard, est adoré de tous. La maison familiale est ouverte, un lieu de fête permanente où les adultes croient inventer un monde sans règles. Pour un observateur extérieur, c'est le paradis. Mais pour une fillette, ce refus des limites devient un piège silencieux. Car lorsque les adultes abolissent les frontières de l'intimité sous prétexte de modernité, ce sont les enfants qui se retrouvent les plus exposés. Entre ses 10 et 14 ans, Emmanuelle vit l'impensable. Elle subit le traumatisme de l'inceste. Ce n'est pas le fait d'un inconnu, mais d'un membre de son cercle familial intime, une figure de confiance quotidienne. Durant 4 ans, sa réalité se scinde. Le jour est une comédie d'insouciance. La nuit devient un territoire d'angoisse et d'abus. C'est là que naît sa pratique de la dissociation. Ne pouvant fuir physiquement la violence de cette trahison intrafamiliale, l'esprit de la fillette apprend à se détacher de son corps pour ne plus ressentir la douleur. Elle devient une poupée de porcelaine, absente d'elle-même en attendant que l'orage passe. Le plus destructeur fut le silence de son entourage. Lorsqu'elle tente, avec ses mots d'enfant, d'envoyer des signaux d'alerte, elle se heurte au déni. Dans cette France des années 70,
Admettre le drame de l'inceste chez des artistes respectés équivalait à reconnaître l'échec d'une utopie libertaire. On préfère détourner les yeux, minimiser pour préserver les apparences et le confort des adultes. Ce sentiment d'abandon grave en elle une certitude, sa parole ne pèse rien face au secret de famille. Mais sa grand-mère Nelly intervient. Cette femme de la terre comprend, en regardant le regard éteint de sa petite fille, que son âme se brise. Sa décision est immédiate. Il faut arracher l'enfant à ce climat toxique. À 15 ans, Emmanuelle est envoyée au Canada. Cet exil est une renaissance. Elle passe de la Provence au froid polaire du Québec, un contraste agissant comme un anesthésiant émotionnel. Dans ce pays immense où elle est anonyme, elle respire enfin et découvre l'art dramatique. Elle comprend que le jeu n'est pas un mensonge, mais un déplacement salutaire. Prêter son corps à des personnages pour exprimer la rage et la douleur qu'elle a dû murer en elle. Le théâtre devient son cri de survie face au traumatisme subi. Mais ce refuge ne sera qu'une trêve. Forte de cette armure, Emmanuelle décide de rentrer en France au début des années 80. Elle ignore que son retour allait la confronter au rôle de sa vie, tout en ravivant ses plus profondes blessures. De retour à Paris au début des années 80, Emmanuelle Béard est habitée par une urgence vitale d'exister par elle-même, loin des ombres du passé. Le destin frappe sous les traits de Claude Berry, qui cherche sa Manon pour Manon des Sources, 1986. Il lui faut une jeune femme sauvage, indomptable, capable de porter à l'écran la colère d'un père bafoué et la vengeance d'une fille. Quand Emmanuelle passe les essais, c'est une évidence absolue. Elle ne joue pas Manon, elle l'incarne dans sa chair. Cette histoire résonne intimement en elle. Manon est cette jeune fille observée, désirée, mais qui choisit de briser le silence d'une communauté entière pour rétablir la vérité. Sous le soleil écrasant du sud, chaque cri d'Emmanuelle à l'écran n'est pas une simple réplique. C'est une libération thérapeutique, une revanche éclatante sur son propre passé étouffé. La France entière tombe sous le charme de cette force brute. Elle obtient le César, devenant l'icône incontournable de sa génération. Mais être une icône est un double tranchant. Le public et les médias tentent immédiatement de l'enfermer dans un stéréotype, celui d'une beauté passive, un simple objet de fantasme. Pour Emmanuelle, c'est une nouvelle tentative d'appropriation de son corps par le regard des autres. Pour y échapper, elle prend des risques artistiques majeurs. En 1991, dans La Belle Noiseuse de Jacques Rivette, elle accepte de poser entièrement nue pour incarner la muse d'un peintre. Choix audacieux pour le public, mais démarche d'une profonde lucidité pour elle. En offrant son corps au pinceau de l'art, elle en reprend le contrôle absolu. Elle dira d'ailleurs « Parfois, on se sent beaucoup plus nu lorsqu'on est habillé que lorsqu'on est dépouillé de tout vêtement. » Ce n'est pas de l'exhibitionnisme, c'est une affirmation souveraine. Sa chair lui appartient désormais, et elle seule en dicte les règles. Cette intensité traverse l'Atlantique. En 1996, Hollywood lui tend les bras pour incarner le premier rôle féminin aux côtés de Tom Cruise dans le blockbuster Mission. Impossible. Le film est un triomphe planétaire absolu. Les portes de la gloire internationale et de la richesse s'ouvrent grand devant elle. N'importe quelle autre actrice aurait succombé, mais pas Emmanuelle. Face à cette machine industrielle américaine qui exige une soumission totale au marketing, aux interviews standardisées et à une exposition permanente, elle ressent une profonde asphyxie. Elle refuse d'être réduite à un produit de consommation de masse. Elle vient de donner naissance à son deuxième enfant et sa priorité est ailleurs, préserver son intégrité d'artiste et de mère. Elle tourne le dos aux sirènes de Los Angeles et rentre à Paris. Ce refus souverain est un acte de dignité inouï que peu de stars auraient osé poser. En revenant en France pour privilégier sa liberté, Emmanuelle pensait avoir enfin trouvé son équilibre de vie. Elle ignorait que le combat le plus féroce pour préserver son identité ne se jouerait pas face aux studios américains, mais face à son propre reflet dans le miroir, sous les jugements implacables d'une société prompte à détruire les idoles qu'elle a elle-même couronnées. Au début des années 1990, Emmanuelle Béard est au sommet absolu de sa gloire. Le public l'adore et la critique l'encense. Pourtant, derrière les portes closes et le strass des avant-premières,
un combat invisible fait rage. À 27 ans, alors que le monde entier la considère comme l'idéal de la beauté féminine, Emmanuelle fait face à un miroir qui lui renvoie une image insupportable. Ce tourment obsessionnel porte un nom clinique précis, la dysmorphophobie. Pour notre génération, qui a parfois jugé avec sévérité les choix des personnalités publiques, il est crucial de comprendre ce trouble sous l'angle psychologique. Quand votre identité profonde a été altérée durant vos plus jeunes années, vous développez un rapport très conflictuel avec votre corps. La décision de recourir à la chirurgie esthétique pour ses lèvres n'était pas un acte de vanité. C'était une tentative désespérée de modifier cette bouche qui avait dû garder le silence sur le traumatisme intrafamilial. C'était une manière de réécrire les traits d'un visage qu'elle ne sentait plus sien pour reprendre le contrôle de son identité. Malheureusement, l'intervention tourne au désastre. Le produit injecté durcit et fige ses traits définitivement. Une nouvelle épreuve commence, d'une froideur médiatique inouïe. Au lieu d'adopter une posture de compassion, la presse des années 90 se déchaîne. Les émissions satiriques s'emparent de son visage pour en faire un sujet de dérision nationale. Pour Emmanuelle, cette épreuve est vécue comme une seconde dépossession, une souffrance exposée sous le regard de millions de personnes. On l'exclut du piédestal pour la jeter dans l'arène du mépris. Mais loin de se murer dans l'isolement, elle transforme cette humiliation en un engagement social d'une puissance phénoménale. En août 1996, elle pose un acte de bravoure qui stupéfie la France. Elle rejoint les personnes d'Ongjumeip en situation précaire occupant l'église Saint-Bernard à Paris. Lorsque les autorités décident d'évacuer les occupants, l'actrice se place au premier rang. Elle utilise sa notoriété et son propre corps comme bouclier symbolique pour protéger les familles. L'image de cette icône, bousculée dans la poussière de l'édifice, fait le tour des télévisions. Le prix à payer est immédiat. Une immense maison de haute couture résilie sur le champ son contrat publicitaire prestigieux. Mais Emmanuelle s'en moque. Elle déclare avec une conviction inébranlable « L'apparence n'a aucune importance pour moi. Si elle en a une, c'est celle d'un obstacle à franchir. » Irenoma, ce combat, prolongé par 10 ans de mission humanitaire exigeante, devient sa thérapie de reconstruction. C'est une manière d'offrir aux plus vulnérables la protection qu'on lui avait refusée enfant. En réparant les injustices du monde, elle tente de refermer ses propres failles. Pourtant, la douleur originelle, celle du lourd secret imposé par son passé, continuait de pulser sourdement en elle. Le moment de briser cet ultime tabou approchait inéluctablement. Le temps possède cette faculté implacable d'user les armures les plus solides. Nous voici au début des années 2020. Emmanuelle Béard vient de franchir le cap de la soixantaine. Derrière elle, une carrière magistrale et une vie jalonnée d'épreuves d'une intensité rare, surmontée avec une absolue dignité. Elle n'a plus rien à prouver au public ni à ses pairs. Pourtant, dans le sanctuaire de son esprit, le poids d'un secret vieux de 50 ans continue d'exercer une pression insoutenable. Porter une telle vérité, la dissimuler sans relâche sous le vernis de la notoriété, requiert une tension mentale permanente, une véritable ingénierie de l'oubli qui épuise inévitablement l'âme. Tout ce lourd fardeau psychologique devait un jour trouver sa résolution définitive. La société française traverse justement une période charnière où la parole se libère enfin, fissurant les murs tenaces de l'omerta. Emmanuelle Béard prend alors la décision la plus vertigineuse de son existence. Elle choisit de ne plus se taire. Elle refuse farouchement de le faire via une interview de complaisance ou une autobiographie sensationnaliste. En septembre 2023, elle dévoile à la France entière un film documentaire d'une puissance absolue qu'elle co-réalise, intitulé « Un silence si bruyant ». À 60 ans, l'icône brise ses propres chaînes et révèle publiquement le profond traumatisme qui a fracturé sa jeunesse. La démarche est d'une noblesse intellectuelle totale. Durant la réalisation de cette œuvre, elle part à la rencontre d'autres anonymes ayant traversé le même abîme intrafamilial. En écoutant leurs histoires, en recueillant avec une profonde empathie leurs chagrins enfouis, elle trouve l'ultime courage de libérer sa propre voix. La résonance de leur douleur agit comme un catalyseur réparateur. Elle qui a utilisé l'art du cinéma toute sa vie pour fuir la réalité
et se cacher derrière des rôles, se sert cette fois de la caméra pour affronter son passé frontalement avec une lucidité désarmante. Ce qui frappe immédiatement l'opinion publique, c'est la maestria avec laquelle elle orchestre cette révélation. Emmanuelle prend la décision mûrement réfléchie de ne jamais nommer publiquement la figure familière responsable de ses souffrances. Beaucoup de médias, avides de scandales croustillants, ne comprennent pas ce choix. Pourtant, il s'agit d'une stratégie d'une pertinence redoutable. Si elle avait livré un nom en pâture, la presse aurait immédiatement réduit ce drame sociétal majeur à un simple conflit de famille, à un fait divers éphémère vite oublié. En refusant de désigner un individu, elle élève magistralement le débat. Elle pointe un doigt accusateur vers une cible bien plus vaste, le système lui-même. Elle oblige la société à se regarder en face, dénonçant l'aveuglement volontaire des adultes, la complicité passive de ceux qui préfèrent détourner le regard pour protéger l'illusion du confort. Par ce geste d'autorité implacable, elle transforme une tragédie intime en un réquisitoire foudroyant contre l'indifférence collective. Le silence qui l'a jadis étouffé résonne désormais avec une force inouïe. Après une existence traversée par tant de fureurs et de combats intérieurs, que reste-t-il finalement à cette femme d'exception à l'aube du crépuscule de sa vie ? Le tumulte des décennies a cédé la place à une sérénité chèrement acquise. Aujourd'hui, alors qu'Emmanuelle Béard s'épanouit pleinement dans la soixantaine, le regard qu'elle porte sur elle-même s'est métamorphosé. Le masque protecteur, façonné jadis par la douleur et les exigences d'une industrie impitoyable, s'est effacé pour révéler la vérité d'une âme enfin pacifiée. On n'y cherche plus la perfection lisse d'une égérie intouchable, on y lit, au contraire, le carnet de bord d'une survivante. Les marques du temps ne sont plus des failles à dissimuler, mais les précieux stigmates de sa résilience. Pour notre génération, ce visage est une magnifique leçon de dignité face aux épreuves de la vie. Cette reconstruction intime, Emmanuelle Béard l'a puisée dans la force de la maternité. Elle est devenue la figure protectrice qu'elle aurait tant souhaité avoir à ses côtés lors de ces sombres années. À la tête d'une famille plurielle de 3 enfants, elle a bâti un sanctuaire de tendresse, loin du tumulte. L'adoption de son fils Suraphel, originaire d'Éthiopie, illustre sa volonté farouche de réparer les injustices du destin en offrant un amour inconditionnel. En veillant sur leur équilibre, elle a pu, pas à pas, recoudre les lambeaux de son propre cœur d'enfant blessé. Offrir la sécurité qu'on vous a refusée est la forme de guérison la plus pure qui soit. À cette paix s'ajoute une harmonie sentimentale d'une grande douceur. Après avoir surmonté des tempêtes dévastatrices et la perte tragique de l'homme qu'elle aimait en 2003, Emmanuelle a trouvé un port d'attache d'une indéfectible solidité. Depuis de nombreuses années, elle partage l'existence du réalisateur Frédéric Chaudier. L'image de ce couple uni, marchant d'un pas tranquille sur les tapis rouges des Césars, offre une magnifique revanche sur la solitude d'autrefois. Aujourd'hui, lorsqu'elle s'adresse au public, la lumière est revenue dans ses yeux clairs. Elle n'est plus cette poupée de porcelaine désincarnée, mais une femme maîtresse absolue de son destin. Le parcours d'Emmanuelle Béard transcende la simple chronique du cinéma. Son histoire est celle d'une femme profondément humaine qui a refusé de se laisser anéantir par la fatalité. En transformant le silence imposé en une parole libératrice à travers son documentaire, elle a non seulement sauvé sa propre vie, mais elle a aussi tendu une main secourable à des milliers de personnes qui souffrent encore dans l'ombre. Elle nous prouve avec force qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer sa vérité et guérir. Mes chers amis, le destin d'Emmanuelle Béard nous pose à tous une question d'une vertigineuse profondeur. Auriez-vous, vous aussi, le courage de briser un silence de plomb pour reconquérir votre liberté ? Avez-vous dû mener un combat similaire pour préserver votre dignité ? Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Je vous lirai avec bienveillance. Si ce récit vous a touché, pensez à liker cette vidéo, à la partager pour soutenir ceux qui se taisent encore et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes biographiques. Prenez soin de vous, écoutez ceux qui se taisent et à très bientôt.